Bonjour à tous, mon nom est Vincent Ouellet des Trois-Maisons, copropriétaire de l'Écoferme Le Tournant, et je vais vous présenter aujourd'hui une petite visite en drone à la ferme Gracieuseté de l'ami Ben Pilon des productions BPI. Alors, pour commencer, on commence ici. Voici notre maison. La ligne qui délimite notre terrain est ici. De l'autre côté, chez mes voisins, on voit leur jardin ici qui est bien fait. Chez mes voisins, c'est mes beaux-parents finalement. Et nous, on habite juste à côté de nos beaux-parents, donc des parents d'Émilie. Donc, ce qu'on essaie de faire à l'Écoferme Le Tournant le plus possible, c'est inspirer entre autres de la permaculture, de différentes mouvances et entre autres de la mouvance Grow Food, Not Lawns. Fait qu'on essaie d'avoir le moins possible de gazon et d'installer à toutes les années de plus en plus de fruitiers et de différentes plantes comestibles. Donc, on voit plusieurs voitures. C'est qu'en fin de semaine, j'avais une formation sur les légumes vivaces. Pour situer le contexte de la vidéo, on est en mi-mai. On est bien enclenché dans notre projet No Mow Mai, donc ne pas tondre la pelouse en mai pour permettre aux pissenlits, entre autres, de faire leur apparition. La vidéo va montrer de très haut, mais il y a également en fleurs ici les cerisiers et quelques autres arbres fruitiers qui sont en fleurs et qui sont assez jeunes. En fait, on a commencé à installer, quand on est arrivé à l'Écoferme Le Tournant, dans le fond, quand on est arrivé au 97 chemin du lac Gros-Lot à Ripon, il y avait un jardin qui avait été abandonné, donc il n'y avait plus de jardin. Il y avait un champ en arrière et c'est à peu près tout. Cela dit, il y avait un peu plus d'arbres ici. C'était des vieilles érables giguères qui étaient pourries au centre. Donc, on les a fait émonder. On en a fait de la paille, ben, dans le fond du BRF si on veut, là, du paillis qu'on a mis un peu partout pour les arbres fruitiers pour le jardin. Puis on a commencé récemment à cultiver cette partie-là. On voulait aller chercher plus de soleil pour être capable d'augmenter notre surface de culture. Donc on commence le tour guidé. Fait que ici, pour commencer, on a notre terrain de soccer que on joue avec les enfants. Il est assez petit, mais ça nous permet d'avoir des bons matchs. De toute façon, mon garçon est encore assez jeune et ma fille encore plus. Mais on peut voir sur les abords du terrain de soccer qu'on a fait ce qu'on appelle une swale. C'est comme ce terrain-là est en pente. On a creusé ici pour faire un trou où est-ce qu'on remplit de paillis pour garder une certaine humidité. Et sur le top de la swale, on a mis des bleuetiers qu'on a acheté à Ripon de la ferme de Marcel Serré. Je pense que c'est Marcel Serré. C'est Marcel Serré. En tout cas, Michel Serré, la ferme de Michel Serré. Sur le long, ici, on le voit pas en ce moment, mais on a, oh, c'est peut-être ça qu'on voit, on a une grande rangée de framboisiers. Tout ça, c'est une grande rangée de framboisiers qui nous donne beaucoup de framboises. L'année passée, en tout cas, c'était une excellente année pour les framboises. Ça, c'est le vieux cabanon qui était ici. Donc, on s'immisce. On voit ici par la bande Fifi, notre chien rescapé qu'on est allé chercher à Saint-André il y a de cela déjà 7-8 ans, quelque chose dans le genre. Donc, ici, on a le jardin. C'est très sec. On n'a pas commencé à mettre beaucoup de choses, sauf que on a commencé ici à mettre sous les couvertures flottantes le kale et les choux. On a des rangs de laitue de semer, des rangs de pois. Puis on a un jardin ici. Ce jardin-là, c'est un jardin qui a été fait, comme vous pouvez voir, avec différentes allées, avec différents produits. Je vais refaire le vidéo dans mi-juillet, par exemple, ou début août avec Ben, puis un autre plus tard en automne, puis vous allez voir que le paysage va drastiquement changer au niveau du jardin. Ici, autour du jardin, on a incorporé des cerisiers de la série SK. Dans le milieu, on a un sureau et on essaie de mettre plusieurs espèces végétales un peu partout dans le jardin qui sont vivaces. On voit pas bien ici, mais on a de la camerise, on en a ici aussi. Ici, c'est tout un jardin de plantes vivaces, dont du chervie. Entre autres, on a du chou crambe qui se retrouve à peu près ici.
dans nos allées. Et dans tout le jardin ici, on se retrouve à avoir des gadeliers, mais également des oignons égyptiens, des oignons patates, des asperges et des fraises. Le jardin, au fond, c'est des fraises. Ici, on voit notre gadelier Red Lake. Et à peu près ici, on a un casseillier aussi qui donne quelque chose entre le cassis et la groseille. Maintenant, le drone devrait tourner. Donc ça, c'est un jardin qu'on a grandi. À toutes les années, on a grandi le jardin. Par ailleurs, par rapport à cette philosophie-là, c'est intéressant de dire que c'est mieux de faire un petit jardin et de l'agrandir à toute l'année que, au contraire, de faire un très grand jardin puis d'avoir de la misère à s'en occuper. Au moins, en commençant petit puis en augmentant, ça nous permet de voir les où notre zone de confort puis jusqu'où on est capable d'aller. Cet espace-là qu'on voit avec la souris cette année va être agrandi en jardin cette année, ou est-ce qu'on va essayer d'agrandir le jardin avec des cartons puis de la bonne terre, du fumier, puis on devrait avoir des courges qui vont pousser ici. On le voit pas très bien en ce moment, mais ici, on se retrouve à avoir une deuxième haie de framboisier. Là-bas, on a une haie de framboise noire qui a poussé spontanément et je m'occupe de ça. Là, il y a la clôture qui délimite le terrain qui, après ça, ne nous appartient plus. Ici, on va avoir des moutons. C'est pas nous qui les met là, mais c'est dans le fond mon beau-frère, le frère d'Émilie, qui reprend la ferme. Donc ici, on a vraiment un champ typique qui va être brouté par des moutons, puis qui a été utilisé pour des foins. Puis ici, juste de l'autre côté du champ, on voit que ça, c'est la parcelle qu'on a décidé de à la fois cultiver et à la fois laisser en friche. Ici, on voit dans ces petits tas-là comme ça, vu de haut, qu'il y a une implantation de groseilliers, entre autres. On a aussi des argousiers. Ici, j'ai de l'aronie, de l'argousse, un petit cerisier. Puis tout au long comme ça, c'est fait de la groseillier. On a des mûriers qui commencent à pousser mais sont très petits. Un pommier Honeycrisp dans ces alentours-là. Et ensuite un fèvier jaune. C'est sûr que c'est des petits arbres. Parce que c'est des arbres qu'on achète plus petits pour planter. Comme ça nous coûte moins cher, mais ça prend plus de temps avant qu'ils nous donnent des fruits. Cette année, on a un Chums, là et un autre ici. Ces deux-là sont en pleine floraison. Ça sent divinement bon, vraiment. Et on va pouvoir goûter les fruits pour la première année de ce curieux arbre-là. Dans ce coin-là, on a nos framboisiers d'automne qui nous donnent une belle récolte de framboises plus tard dans la saison. Et on se retrouve également ici à avoir un pommier sauvage qui a poussé puis qu'on a décidé, étant donné que le sud est ici et que le nord est ici, qu'on a décidé de laisser pour, dans le fond, marquer, délimiter le nord du jardin. Il a été déterré par accident avec une pépine quand on a enterré un chien qui était décédé il y a 8 ans de ça. Il s'est mis à pousser et à faire énormément de branches, donc on essaie de le tailler pour avoir des pommes. En fait, au début, je savais même pas que c'était un pommier. On le laissait pousser, puis une manière, on a vu des pommes dedans, mais il y a de la branche, c'est fou, fait qu'on est en train d'y faire un petit job de taillage. Donc, ici, c'est la grande entrée qu'on a. On va se tourner un peu. Ici, c'est des petites plates-bandes avec un frêne, un érable. Et ici, ça va tout être, l'aménagement va être fait. Normalement, évidemment, c'était pas du sable dégueulasse, mais c'était plutôt, bon, il y avait du gazon, puis on mettait notre table à pique-nique, notre feu qui était là. Ici, c'est parce qu'on a fait un agrandissement à la maison. On n'avait pas de pénétration de soleil dans la maison, donc pour faire nos semis, même si on ajoute aussi une lumière synthétique, au franc sud, on se retrouve à avoir une bonne fenestration, très bonne fenestration en fait, qui est aussi bonne que ici, même un peu plus grande, pour nous permettre d'avoir des semis et des plantes qui vont pousser à l'intérieur, dont le romarin, le laurier, la verveine, des plantes qu'on va pouvoir rentrer, sortir l'été et rentrer l'hiver. Peut-être même on a commencé un citronnier. Mais ce qui est surtout intéressant de cette pièce-là, c'est que en dessous de la pièce,
où est-ce que ça a été creusé. On ne le voit pas en ce moment, mais il y a un grand caveau de cette grandeur-là, c'est-à-dire 12 par 21, qui nous sert à entreposer nos légumes cette année. Ça a tellement bien fonctionné qu'on a même eu une ferme qui est venue prendre un petit peu d'entreposage en échange de légumes. Donc, on a eu des légumes en échange qu'on leur entrepose. C'est la ferme au colibri. Donc, il y a de l'espace énorme dans ce caveau-là et jusqu'à date, ça l'a très bien fonctionné grâce notamment à une bonne couche d'uréthane qui permet de faire un bon de fermer au niveau thermique entre le caveau et là. Ici, on a une voiture, notre seule voiture. On avait 2 voitures électriques à l'époque, puis on a arrêté pour une seule voiture. C'est une voiture électrique usagée qu'on a achetée à faible autonomie et on a notre borne de recharge ici après la maison. Donc, on économise environ 2000-2500 dollars de gaz par année en utilisant ce véhicule-là qui vient avec son lot de contraintes, notamment une faible autonomie qui fait en sorte qu'on ne peut pas aller où on veut quand on veut ou sinon on doit emprunter un véhicule, mais je pense que de toute façon ça nous permet aussi d'être obligé de revoir certains déplacements et d'être un petit peu plus à l'essentiel. Ici, on se retrouve à avoir un poulailler que j'ai bâti. Bon, la vieille niche ici, on doit s'en débarrasser. Là, on en a une plus loin. Là, ça fait un peu d'aigle. Mais on a un poulailler que j'ai bâti. Au 2e étage, ça nous permet de mettre du rangement. Et ici, au 1er étage, on a 3 enclos à l'intérieur pour des poules. Et on a eu des canards aussi. Mais malheureusement, l'abattoir terminait avec les canards. Là, fait qu'on a décidé de mettre fin cette année à ce projet-là. Le poulailler a été bâti pour qu'on ajoute ici au sud une serre solaire passive pour augmenter la grandeur des récoltes puis utiliser le mur nord du poulailler comme comme un isolant naturel finalement. Donc l'enclos des poules est ici. On laisse les poules aller partout avant de commencer la saison où est-ce qu'on sème et normalement en automne. Récemment, ils ont eu une maladie, on les a traités, fait que c'est à voir si on va les laisser sortir. Mais sinon, ils allaient dans leur grand enclos qu'on avait fait là, puis on leur donnait du compost, notamment du compost qu'on allait chercher dans un commerce avoisinant. Ici, on se retrouve avec une pente franc-sud qui était quand à notre arrivée en 2012, il n'y avait qu'un seul arbre qui était cet arbre-là, qui est un prunier quelconque, là, je pense pas un prunier quelconque, mais un cerisier sauvage, je pense un cerisier de Virginie. Puis tout ce qui est ici, on le voit mal en ce moment. On va le voir certainement plus quand on va faire encore la vidéo dans 2, 3, 4 ans. C'est toutes des arbres que j'ai plantés. Le but ici, c'est que les vents dominants proviennent ici du nord-ouest. Donc, c'était de faire une haie brise-vent. Et tant qu'avoir une haie brise-vent, ben, j'ai essayé d'incorporer là-dedans certains arbres bénéfiques. Donc, il y a des caragagniers, des noisetiers. Il y a des carriers qui sont encore tout petits et j'ai mis des arbres aussi bénéfiques pour les abeilles, dont un chèvrefeuille sauvage. J'ai mis des saules à croissance rapide qui me permettent de bouturer puis de continuer. On a fini ici de planter cette année aussi une haie de caragagnier et d'aulne rugueux, un aulne qui nous permet de récolter le poivre des dunes. Donc, dans ce coin de jardin genre forestier qui est là. J'aménage de plus en plus à toutes les années différents arbres. J'ai mis au départ un prunier Mont-Royal, un abricotier ici, ainsi que un poirier ici, beauté flamande, qui semble-t-il était la pire affaire qu'il fallait que je plante, mais coudonc, il va nous donner plusieurs poires cette année. Et j'ai augmenté à toutes les années, j'en ai rajouté de plus en plus, de plus en plus. Donc je me retrouve ici à avoir des cassissiers, des gadeliers. J'ai incorporé des herbes médicinales là-dedans, comme la reine des prés. J'ai mis de la consoude ici et là, de la livèche, du réfort également. J'ai planté d'autres abricotiers en arrière. J'ai un prunier ici, puis un autre prunier qui est ici, qui sont en fleurs, qui vont me donner plusieurs prunes cette année. J'ai des pommiers ici. J'ai placé des amélanches plus au nord, comme ça, parce que ça va faire des arbres un peu plus grands. Donc, j'ai essayé de respecter relativement le fait que les arbres au sud soient plus petits, puis que les arbres au nord soient plus grands pour faire comme une espèce de, de, de montée végétale comme ça, puis permettre à tout le monde d'avoir la lumière. J'ai également de l'angélique noir pourpré
Et à travers les arbres, j'ai mis des argousiers, des caraganiers, des zones rugueux et des oliviers de bohème qui sont des fixateurs d'azote un peu partout. Je laisse également pousser quelques saules et des arbres qui sortent spontanément dans le but d'y mettre dans un tas de branches ici et finalement des déchiqueter. D'ailleurs, ici, j'ai un immense pommier. J'en ai quelques autres là-bas qu'on a réchappé parce qu'ils étaient remplis quand on est arrivé d'érable giguère. Et seulement avec ce pommier-là, j'ai fait 80 bouteilles de cidre l'année passée, plus la compote. En arrière, on le voit pas bien là-dessus, mais j'ai placé une espèce de talle de cerfeuil musqué aussi, qui est un comestible très intéressant. Alors, au nord de ce jardin forestier-là en devenir, disons-le, j'ai placé dans tout ce champ-là qu'on voit ici, on va voir des petites touffes. Ces touffes-là sont des touffes d'espoir qu'on pourrait dire. Donc, c'est lorsque je plante un arbre, vous comprenez que je ne peux pas mettre dans tout ça du BRF à grandeur parce que c'est beaucoup trop grand. Comme surface, ça m'en prendrait des tonnes astronomiques. Donc ici, au nord du jardin forestier qui se retrouve un peu plus au sud, j'ai planté pour l'avenir, vraiment, là, ça c'est le projet à plus long terme, beaucoup de noyers, de carriers, ainsi que de chênes à gros fruits, entre lesquels j'ai planté des robiniers pseudo-acacia, des fèviers jaunes, des caraganiers et des zones rugueux, en espérant favoriser, dans le fond, le fait qu'ils vont fixer l'azote. C'est une plante qui a peu de nutriments. J'amende mes tas depuis cette année. J'essaie de leur donner un peu de compost pour les aider, leur donner un boost. Et j'ai laissé pousser à travers tout ça, j'ai laissé pousser tous les arbres qui arrivaient spontanément. Quand je tonds la pelouse, là en ce moment je suis pas supposé tondre en mai, mais quand je tonds la pelouse, je passe comme ça, je fais le tour de l'arbre, je passe, je fais le tour de l'arbre, je passe, je fais le tour de l'arbre, puis je fais juste en fait un sentier autour des arbres pour être certain qu'ils puissent croître et surtout que je puisse les voir croître. Le plus grand danger pour un jeune arbre que tu as planté, parce que des fois quand j'achète des arbres pour payer moins cher, notamment quand tu veux planter comme l'équivalent d'une forêt, ben c'est sûr que le noyer que j'achète, ben je l'achète peut-être 25$, 30$ à la pépinière ancestrale, mais quand il arrive, ça va prendre 15, 20 ans, 30 ans peut-être avant qu'il fasse des fruits parce que ça reste un tout petit arbre. Donc, le plus grand ennemi de ces arbres-là, à cette grandeur-là, c'est la tondeuse humaine, les tracteurs, les personnes qui ne voient pas qu'il y avait des arbres là. Donc, quand tu fais une trail avec le tracteur, ça te permet, c'est-à-dire avec la petite tondeuse à main, ça te permet de délimiter et de bien voir sont tes arbres. Et tout, par exemple, cet espace-là, qui va être entre mes trails, tout cet espace-là, je vais le laisser entièrement repousser de la façon la plus sauvage possible. À un certain moment donné, vous allez voir, il y a un adage qui dit en permaculture que quand tu laisses un champ, après un certain temps, la friche elle pogne là-dedans, puis nécessairement, ça va tenter toujours de retourner à la forêt. Et c'est vrai, puis on le voit là-dedans, il y a plein d'arbres pionniers qui ont commencé à pousser, comme des aubépines ou encore des pruniers de Virginie ou des pruniers de Pennsylvanie. C'est-à-dire des cerisiers de Virginie ou des cerisiers de Pennsylvanie, des cerisiers à grappes, ces genres de petites choses-là. Ça commence à pousser spontanément. J'ai eu d'autres types d'arbres aussi. J'ai même un mélèze qui avait poussé un peu en bas. Puis, dans le fond, ce que je fais, c'est que je les laisse pousser. Et la journée, pour créer vraiment plus un sol forestier, c'est quelque chose qui est vraiment à long terme, mais la journée où est-ce qu'ils vont faire de l'ombre à mes noyers, ben là, c'est clair que j'aurai pas de pitié pour eux. Je les coupe et à ce moment-là, je vais les passer à la déchiqueteuse, à branche et je vais les redonner au sol finalement. Parce que les noyers, les carriers, ben peut-être moins les carriers, mais les noyers, les chênes à gros fruits, c'est des arbres de lumière. Ici, j'ai bâti avec ma stagiaire qui est venue cette année des bacs de compost en fait avec des palettes et je suis toujours à la recherche de palettes pour partir d'autres bacs à compost. J'ai un prunier Mirabelle ici
Ici, j'ai mon... ben là, il est rendu plus gros que ça, mais au moment que le tas était là, j'ai mon fumier que j'ai arrosé, que j'ai mis ma bâche dessus. Puis ici, j'ai mon fumier qui est plus prêt à aller au jardin. Finalement, on n'avait pas assez de jardin en bas et il y avait un beau plateau ici. Alors, ouais, ici, juste, on voit la clôture des moutons. Donc, comme la clôture est ici, j'attendais de voir elle est où. Ici, je vais planter probablement un autre haie de noyer en arrière. Donc, comme on n'avait pas, semblerait-il, assez de jardin en bas pour nous satisfaire, puis je mettais plein de plantes vivaces puis différentes choses, on a décidé de placer un jardin ici qui allait être finalement un jardin qui allait être un peu plus en ligne, en rang, un peu plus dans une logique, disons, de bio-intensif pour nous permettre de sortir les légumes, notamment les légumes qu'on va garder tout au long de l'hiver. Donc, par exemple, ici, je me retrouve à avoir du suchet comestible, des panais, du rutabaga. Ici, je vais avoir, j'ai des betteraves de planter. Là, ici, on se retrouve à avoir nos 4-5 rangs d'ail. Après lesquels on met souvent du radis daikon, des radis melons et des radis noirs pour l'hiver, mes oignons égyptiens, mes échalotes Saint-Anne, des carottes. Donc ici, on est vraiment plus dans une logique qui est moins permaculturelle, qui est plus une logique de production pour essayer de garnir le caveau. Donc on comprend que un espace comme ça de production, c'est un moindre mal quand même pour si on fait le tour en fait de tout le terrain. Mon terrain descend ici, puis il s'arrête là, ou à peu près. Puis là-dedans, je sais même plus c'est à qui, là, si c'est à mon voisin d'en face ou à moi, mais jusqu'à date, on laisse entièrement pousser et la nature se régénérer, puis il n'y a rien là-dedans. C'est ce qu'on appelle un peu notre zone 5 en permaculture. On parle souvent du concept de zone. Ici et ici, on a 3 pommiers qui donnent l'excellente pomme à cidre aussi, puis la cabane des enfants. Puis ici, on se permet une dernière relative vue d'ensemble. Alors, ce qui est intéressant du projet qu'on a, c'est en devenir, ça s'en vient, la patience qu'on est en train de mettre dedans est en train de porter ses fruits. En parlant de fruits, justement, cette année, les cerisiers sont en fleurs grandement, mais également nos bleuetiers vont produire, qui ont été placés il y a 2 ans ou l'année passée, semblent produire grandement. Nos framboisiers vont produire. J'ai implanté énormément de groseilliers, mais l'année passée, cette année, sont remplis de fruits en devenir. Nos camerises, c'est la même chose. Notre abricotier va produire pour la première année des fruits. On a nos poires qui vont produire également, des pruniers, plus nos grands pommiers qui nous donnent toujours nos gadelles, nos casseilles. Peut-être, si je suis chanceux, je vais avoir des argousiers. Donc, c'est des arbres, pour la plupart, que j'ai plantés il y a soit 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, tout dépendamment les arbres. Et on commence vraiment à voir à terme qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Donc, il y a certains de ce projet, une partie de ce projet-là, qui est plus jeune, à toutes les années on grandit, mais je trouve ça vivifiant de dire que c'est chez nous. Je suis content de participer à agrandir justement toujours les jardins, à parfaire mes connaissances, à parfaire mes trucs et comme je reviens au concept de Grow Food Not Lawns, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je peux vous garantir que ça va être un projet qui va être en tout cas plus intéressant à voir que ça. C'est clair que déjà que c'est bien entamé. Là, c'est vrai que les arbres sont encore petits, mais il faut être capable de se projeter dans le futur, dans des projets comme ça, puis d'essayer d'avoir l'espérance qu'éventuellement ça arrive. On va faire des erreurs, on va se péter la tête sur le nez, on va tailler de la mauvaise façon, on va perdre des arbres, on va suramender, on va perdre toutes sortes de trucs. Mais la réalité, c'est qu'on va apprendre à travers ce processus-là. On va en replanter d'autres, on va se retrousser les manches, puis à terme, je pense qu'on va avoir un spot assez intéressant. Donc moi, j'ai une politique dans ma vie qui est
On ne sait pas s'il y a un paradis après la mort, ben arrangeons-nous pour s'en créer un autour de nous autant que possible avant la mort. On a été chanceux, on est devenu propriétaire terrien avant la surchauffe immobilière. On a été capable d'acheter ça, notamment parce que c'était les parents d'Émilie qui nous le vendaient pour une bouchée de pain. On pourrait peut-être le vendre le double aujourd'hui, quasiment le triple, puis ça fait seulement 8 ans qu'on a pris possession de la maison, et ça, c'est en raison de la surchauffe immobilière. Mais il y a toujours moyen de s'impliquer dans différents organismes si on n'a pas accès à la terre pour justement essayer de faire rayonner, dans le fond, le Québec, nos petites comtés, nos petites paroisses, puis essayer d'avoir des fruits un peu partout. Donc, c'était mon tour de jardin. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer d'en refaire un cet été pour qu'on puisse voir le jardin alors que les légumes sont dedans. Ça risque d'être plus intéressant. Je vais en faire un autre à l'automne aussi. Comme ça, on va pouvoir avoir 3 points de vue. Je vais essayer de les faire moins longs, évidemment. Et on se refait ça dans 2 ans, dans 3 ans, puis on va essayer de voir si le paysage a changé pour dans le sens positif du terme. Donc, je vous remercie à tous et passez une belle journée. N'hésitez pas de suivre notre chaîne YouTube.